Cette table ronde, elle s'inscrit, elle est en plein dans l'actualité. Elle s'inscrit aussi dans la volonté du Collège des Bernardins de dialoguer avec la société, pardon, sur ces grands sujets, les grands sujets du moment, et en mobilisant son pôle de recherche. Alors, quelle santé pour demain? On le sait très bien, la santé et le système de santé était au cœur, et toujours au cœur d'ailleurs de cette pandémie et de la crise que l'on traverse. De nombreuses interrogations, questions sur le financement de la santé, sur la valorisation, non pas seulement financière, mais également des métiers de santé. On a vu les débats sur la pénurie des masques, on a vu les débats sur le manque de moyens ou pas. On va aborder toutes ces questions aujourd'hui. On va essayer de le faire le plus rapidement, pas le plus rapidement, mais le plus profondément possible et dans le temps qui nous est imparti. Et avec nos invités, théologiens et aussi experts de la santé. Et je vais d'ailleurs leur demander de se présenter. Écoutez, tout de suite à ma droite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Patrick Lajonchère. Je suis directeur du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, donc dans le 14e arrondissement de Paris et au Plessis-Robinson, dans le département des Hauts-de-Seine. Bonsoir, je suis le docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Je suis médecin psychiatre et gériatre, praticien hospitalier dans un grand hôpital de l'assistance publique de 1000 lits de gériatrie. Je suis aussi docteur en philosophie pratique et en éthique médicale et je co-dirige avec le père Brice de Malherbe le pôle de recherche de bioéthique médicale. Bonsoir, père Brice de Malherbe, donc co-directeur avec le docteur Lefebvre-Desnouettes de ce département de recherche éthique biomédicale ici au Collège des Bernardins. Je fréquente également ce collège en tant que professeur de théologie à la faculté Notre-Dame, qui est la faculté de théologie du diocèse de Paris. Et puis, dans une autre vie, je suis un chapelain orphelin, puisque je fais partie du groupe des chapelains de Notre-Dame de Paris. Sadek Beloussif, je suis professeur de médecine. Je travaille à l'hôpital Avicenne à Bobigny, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Je suis intéressé aux questions d'éthique pour avoir été membre du comité d'éthique. J'ai été un des co-rédacteurs d'un texte d'orientation éthique lors de la crise Covid. Je suis aussi président du syndicat national des médecins des hôpitaux publics. Et puis enfin, je collabore au Forum des Bernardins sous la présidence de Michel de Virville et de Anne Levade pour essayer de faire avancer les choses. Merci. Donc, l'une des premières questions qu'on va aborder, c'est cette question du coût de la santé ou de la valeur de la santé. C'est-à-dire qu'on a eu ces interrogations sur... on se rend compte qu'à travers une telle pandémie qui a pris, il faut bien le dire, tout le monde par surprise, il y a un coût financier, il y a des opérations financières à faire, il y a à réfléchir sur le financement de la santé, mais il y a aussi une valorisation et une valeur de la santé et des personnels de santé. Jean-Patrick, peut-être avec votre hôpital, comment vous percevez cet aspect-là et peut-être ces deux approches? J'ai le sentiment que c'est peut-être la première fois, en tout cas dans le XXe siècle, que l'économie passe au second plan par rapport à une crise de santé. Les quelques autres épidémies de grippe, pas de Covid, précédentes, n'ont jamais eu la même démarche que celle qui a eu lieu aujourd'hui. Alors, ce que je veux croire, c'est que mon cynisme me souffle dans l'oreille que c'est peut-être parce que le principe de précaution est passé par là et qu'on a eu plus peur des morts que des pertes économiques dans le monde. J'espère que ce n'est que du cynisme mal placé et que c'est plus parce qu'on se préoccupe aujourd'hui de la vie humaine de façon principale. En tout cas, les systèmes de santé ne le montrent pas. C'est-à-dire que les systèmes de santé comme celui de notre pays, même si au fond du fond, le système collectif d'allocation de ressources est quand même un des moins mauvais. En tout cas, on n'est pas aux États-Unis où le système qui n'est pas du tout ou presque pas collectif laisse à peu près 30% de la population en dehors du système de santé. On est un système où c'est pas exactement comme ça, même pas du tout. Mais en tout cas, on ne donne pas de valeur justement à ce qu'est la vie humaine, à ce qu'est l'approche humaine. Et tant qu'on n'aura pas cette valorisation qui, au fond, donnera encore plus de sens qu'aujourd'hui à cette participation collective, on aura toujours des objectifs nationaux d'assurance maladie
qu'on verrouillera, qu'on limitera dans leur évolution parce qu'on ne sait pas donner un sens économique à cette vie humaine et à ce maintien de la bonne santé en vie des personnes. Et je pense que c'est un des éléments clés que j'aurais franchement aimé trouver dans le Ségur de la santé, cette question fondamentale de la fixation des dépenses d'assurance maladie par rapport au prix qu'on attache à la vie. Eh bien, moi, je ne le trouve pas encore. Véronique, justement, cette question, est-ce que la santé est passée avant l'économie pour la première fois ou est-ce que vous avez un sentiment différent et votre expérience? De mon expérience, c'est que la vie n'a pas de prix, mais elle a une valeur inaliénable. Et depuis 35 ans que je travaille auprès des plus démunis, des plus vulnérables, c'est-à-dire les malades très âgés, polypathologiques et souffrant de troubles cognitifs, eh bien, on me les a présentés que comme des coûts, comme un fardeau pour la société, un fardeau pour l'hôpital, avec une manière de gestion des fluides, des flux de malades que je déteste, en disant qu'il faut faire des filières de malades. Pour moi, il y a une filière ovine ou bovine, mais certainement pas humaine. Donc, j'ai retrouvé dans cette crise la valeur inaliénable que l'on doit porter à nos aînés, et les personnels ont retrouvé du sens à faire ce qu'ils faisaient et ont inventé de nouveaux sens, c'est-à-dire un accompagnement jusqu'au bout. Quand, par exemple, les rituels funéraires n'étaient pas possibles, eh bien, ils ont pu inventer avec moi, avec les psychologues, un dernier accueil. Et là, pour une fois, on n'avait pas le directeur de l'hôpital qui nous disait « faites du chiffre ». Quand vous dites on m'a présenté des patients comme des coûts, le 11, c'est qui, si je puis me permettre? C'est-à-dire que c'est au niveau de l'hôpital, c'est un niveau supérieur encore? Je travaille à l'assistance publique et c'est extrêmement hiérarchisé. Donc mon hôpital n'est qu'un hôpital de gériatrie. Il y a un directeur de site, mais j'appartiens à un grand groupe où il y a 3000 patients. Et ma directrice, je ne la connais pas. C'est une directrice générale, je ne la connais absolument pas. Donc on a tout d'un coup des choses qui nous arrivent comme ça, qu'on ne comprend pas bien. Et au sein de l'assistance publique, mon GH est encore une petite miette en dehors du périphérique. SADEC aussi, dans la gestion de l'hôpital, vous avez cette perception-là où quelquefois on a un peu l'impression, je ne sais pas, où on peut l'avoir, que le patient est aussi un coût et que du coup il faut mettre en adéquation le coût avec le traitement. C'est une question à elle seule qui est immense là, parce que si on a 45 minutes, je vous rassure. Si on sort cette brique-là, c'est pas possible, quoi. Parce que, en fait, on peut dire, par exemple, c'est très facile de fustiger le Royaume-Uni. Dans le Royaume-Uni, c'est terrible. Si vous voulez avoir une prothèse de hanche ou une prothèse de genou, vous allez devoir attendre pendant 18 mois avant de pouvoir vous faire opérer. Bon. À moins de faire appel au privé. Mais les Anglais, comme ils sont civilisés, ils savent faire la queue. Quand on attend le bus à Londres et qu'on attend le bus à Paris, c'est pas la même chose. Et qu'en Angleterre, effectivement, c'est pour tout le monde 18 mois d'attente pour une prothèse de genou ou une prothèse de hanche, alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. Et que l'offre de soins, sur un plan éthique, peut être complètement différente en France et au Royaume-Uni. Et donc, il y a la notion de fairness, la notion de ce qui est juste, au sens c'est approprié ou pas. Si on fait des grandes comparaisons, par exemple, dans l'avis 101, qu'on a eu la chance de co-rédiger sur les implications éthiques de la contrainte économique en milieu de santé, on a pu se rendre compte, par exemple, qu'en France, l'offre de soins pour le cancer de la prostate est bien plus développée que l'offre de soins pour le cancer de l'utérus. Pourquoi? Parce que ceux qui font la loi sont des hommes d'âge mûr. Donc, cette dimension du prix relatif, si on veut la creuser foncièrement ou si on veut la creuser sérieusement, on ne s'en sort plus. Moi, j'ai envie de dire, ou alors c'est un autre débat, moi j'ai envie de dire que ce que nous a appris la crise Covid aujourd'hui, elle nous a appris que, bien sûr, rien ne vaut la vie, mais ça nous a appris surtout que, finalement, Confucius dit « tout le monde a deux vies ». Et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Donc là, la crise Covid, ça nous a appris que nous sommes tous vulnérables.
et qu'il se passe quelque chose. Et j'ai pas envie de dire que la crise est passée, c'est une catastrophe. On est en plein milieu. On n'est pas en plein milieu, on est au tout début de cet élément. Il y aura un avant et un après. Et je pense sincèrement qu'on n'est pas du tout dans l'après. On est au début de ce qui se passe, parce qu'on a un événement fondateur qui lockdown, qui confine la moitié de l'humanité. Ça ne va pas partir sur un simple trait de plume. Et l'un des éléments majeurs, et Jean-Patrick Lajonchère a 1000 fois raison de dire que qu'on a fait délibérément le choix de faire passer la santé avant l'économie. Et maintenant, le but et le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que l'économie tue plus que le virus. Ce qui est une problématique qui se pose de fait. Et une question complètement. Père Brice, du point de vue de l'éthique, justement, cette équation-là, elle est difficile à résoudre. Le patient comme un être humain avant tout, et avec la santé, et puis l'équation économique, dont on comprend qu'on ne peut pas l'écarter de toute façon. Tout à fait. Si l'économie est passée après la santé, n'est-ce pas parce que nous nous sommes trouvés tout d'un coup au cœur du soin, c'est-à-dire à devoir prendre en charge des gens pour qui c'était une question de vie ou de mort, des gens en grande dépendance, en tout cas pour leur santé et pour certains de manière financière. Et peut-être ça nous pose une question de solidarité de manière permanente, même si des outils existent et que le regretté Claude Le Pen disait qu'une des tendances en France à aller vers un système plus beveridgien, plus britannique, était la création de la CMU, par exemple, couverture maladie universelle. Il me semble qu'à travers cette pandémie, on a touché effectivement quelque chose de la dignité de la personne, parce que la vie, avant tout, est un don que l'on reçoit. Et la santé, même si chacun est responsable en partie de sa santé, est aussi un don que l'on reçoit. Et Confucius rejoindrait une sagesse chrétienne de dire, mais rendez grâce à Dieu d'abord d'être en bonne santé, et on s'en rend compte quand on est malade. Ce que je voudrais dire d'un point de vue économique, parce que certainement la santé a un coût, à peu près un peu plus de 200 milliards d'euros en France, on doit être à peu près à 11% du PIB, si mes souvenirs sont bons, mais j'aimerais insister sur ce que disait Benoît XVI dans sa grande encyclique sociale, de dire tout système économique, politique et social, s'il veut rester humain, doit garder une dimension de gratuité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce n'est pas gratuit, mais ça veut dire qu'il y a au cœur du soin cette relation fondamentale d'un appel auquel quelqu'un répond. Pour donner un exemple concret, ici je m'engage, et peut-être que je ne plairai pas à tout le monde, mais autant je crois qu'il faut entendre la parole qui dit « revalorisons le salaire des soignants », autant je serais gêné, mal à l'aise, que s'instaure une systémisation des primes à chaque fois qu'il y a un coup de feu, qu'il y a quelque chose. Ça me semblerait aller jusqu'à tarifer la générosité. Voilà, donc garder cette dimension de certains. C'est une demande de certains que ces primes soient instituées, parce que, en fait, l'argument est de dire on veut des primes parce qu'on n'a pas le reste, c'est-à-dire qu'on n'a pas la revalorisation des salaires. Donc, c'est peut-être une mauvaise discussion, mais en tout cas, c'est là où je dis revalorisation des salaires, certainement un appel à répondre, mais primer, voyez-vous, on perdrait quelque chose de ce don si à chaque fois qu'il y a un plus, eh bien, il faut absolument une rétribution. Est-ce que dans le Ségur de la santé, donc ce grand, j'allais dire Grenelle, cet grand rassemblement qui est censé justement donner les arbitrages et un peu les orientations, est-ce qu'on a ces éléments? Est-ce que ce sont des éléments qui font débat? Pas encore. Non. Le Ségur, il est donc qui trop embrasse, mal étreint. Il y a un parti initial qui va dire la revendication principale, c'est des sous, des lits, ou des loups et puis des scies, et puis basta, quoi. Donc on va demander 300 € aux infirmières en plus, donc elles auront 250, et puis tout sera content, et puis on passe à autre chose. En fait, on comprend qu'on a besoin d'une modification systémique. Quel que soit le système d'allocation des ressources, budget global, tarification d'activité, tarification parcours, tarification à la qualité. À mon sens, ce qui compte, c'est de savoir comment est-ce que je peux lutter contre le gaspillage et comment je peux lutter contre la non-qualité.
À partir du moment où effectivement je commence à faire entrer dans la tête l'idée d'un patient qui serait plus ou moins rentable, le verre est dans le fruit et c'est mort. La prise en charge d'une femme battue aux urgences, la prise en charge d'une ivresse aiguë, en termes de T2A, c'est nul. En termes de lien social, c'est absolument essentiel. Et en fait, l'impératif, toute personne qui travaille dans un hôpital est soignante. Le directeur, le médecin, le jardinier. Le jardinier, il faut qu'il ait des jolies fleurs et qu'il ne soit pas trop allergisante. Et chaque soignant, son impératif doit être qu'est-ce que je fais pour pouvoir offrir le meilleur soin au plus juste coût. Parce que parce que la lutte contre le gaspillage, le gaspillage, c'est de la non-qualité, c'est de la mauvaise médecine, et ça coûte de manière excessive. Et c'est en ça que nous sommes comptables. Et la seule façon de pouvoir aller dans un cercle vertueux, à mon sens, c'est de responsabiliser les personnes, au sens je suis responsable de ce que je fais, mais je suis aussi responsable auprès de tous les Français. Je suis comptable de mes actes. Et tant qu'on n'aura pas corrigé cette irresponsabilité des soignants, au sens large, tous ceux qui travaillent dans l'hôpital, à ce moment-là, ça ne marchera pas. Et les prémices de ce que l'on voit dans le Ségur, avec 6 heures de vidéoconférence par jour, de manière affolante, et des pages de contribution pour que tout soit bouclé le 7 juillet. Alors, cela dit, il y a une question que je me dois de poser et qui est une question directe. Est-ce que les personnels de santé en France sont insuffisamment rémunérés? C'est quand même quelque chose qu'on entend et qu'on entendait avant la crise. Jean-Patrick, je vous la pose. Est-ce que de fait, c'est un élément qu'on doit prendre en considération? Comment l'aborder? C'est là où j'en reviens à ma question de la valeur qu'on donne à la santé. Il y en a beaucoup qui se disent qu'ils auraient dû faire banque ou assurance ou je ne sais où. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que... En tout cas, l'inconscient populaire pense que c'est mieux payé. Quand vous passez votre vie, parce que les quelques heures que vous passez chez vous, c'est pas beaucoup et vous les passez souvent à dormir. Donc, quand vous passez votre vie à vous occuper des autres en situation de grande difficulté, si nos sociétés pensent qu'il ne faut pas bien rémunérer ça, elles sont où nos sociétés? Elles ont quoi comme valeur? Et je trouve bien qu'on puisse gagner sa vie en tapant dans un ballon. Moi, avec ma vue basse, j'étais pas fait pour ça. Bon, mais je trouve bien que ça puisse arriver et qu'on me dit la carrière est courte. Mais enfin, quelle valeur on en voit? Donc, je pense que le fait de se dire que les soignants doivent être justement payés pour avoir une vie honorable et une vie qui a donc moins de contraintes parce qu'on est justement payé, mais c'est indispensable. Fallait-il un Covid ou alors, quelle est la personne manichéenne qui a réussi à mettre en place le Covid pour que enfin les soignants français soient bien payés? Vraiment très fort. Mais je trouve dramatique qu'on ait besoin de ça. Et il est vrai que pendant des années, on nous a dit que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie allait bien comme ça, qu'il fallait le maîtriser, et que d'un seul coup, parce qu'il y a eu cette crise, on nous dit le contraire. C'est quand même difficile à comprendre pour les personnels qui ont souffert au fur et à mesure des jours, depuis des années, comme brancardiers, parce qu'il n'y a pas que des infirmières à l'hôpital, comme brancardiers, comme aides-soignantes, comme agents hospitaliers, dont j'espère aussi qu'on revalorisera les salaires. D'ailleurs, si on ne le faisait pas, ils vont bien finir par le demander, et ils auront raison. Véronique, cette question de la rémunération, vous êtes au plus proche également de l'hôpital. C'est évident, c'est une des grandes revendications tout à fait légitimes, comme l'a dit mon confrère et M. Lajonchère. C'est absolument évident. Quand on voit, je parle des jeunes médecins, je m'en occupe beaucoup parce qu'ils sont aussi dans une perte de sens, une désespérance, avec des journées de travail et des semaines de travail qui dépassent les 90 heures. Dès lors qu'ils ont des gardes, ils ne sont même pas payés au SMIC. Un interne qui a passé un concours extrêmement difficile, 8 ans C'est une d'études de dérive, médecine. ça, au cours des dernières années, ou c'est quelque chose qui a toujours existé? C'est quelque chose qui a toujours existé. Mais Et on a une comparaison, par exemple, avec les pays européens? Est-ce qu'on est moins bien payé? SADEC, peut-être? Bien sûr. Les personnels soignants est en dessous de la moyenne OCDE, aussi tant est que ça soit une sorte de parangon, de benchmark, de parangonnage. Les médecins, c'est pareil. Un médecin hospitalier français, grosso modo, gagne 2 fois moins qu'un médecin belge, allemand ou 2 fois anglais. moins? Oui, bien sûr.
Bien sûr. Donc on est dans un élément. C'est une des questions qui a été posée sur France Culture au professeur Sicard, ancien président d'honneur du comité d'éthique. On lui dit, mais que pensez-vous de ces personnels qui, il y a quelques semaines, étaient en grève pour l'hôpital et qui, là, se sont surpassés et ont travaillé tout le temps? Et il a une réponse lapidaire, il dit, c'est normal. C'est admirable et c'est normal. C'est admirable et c'est normal. Et effectivement, dans l'espèce de prime qui est rajoutée, il y a un élément qui est un peu condescendant, qui dit comme si c'était pour solde de tout compte. Ça n'est pas pour solde de tout compte. Finalement, il faut rémunérer les personnes, quelles qu'elles soient, pour ce qu'elles sont. Pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire en les reconnaissant. Reconnaître, c'est connaître. Et connaître, c'est aimer. Donc, on a cette dimension qui est là. La beauté de la crise Covid, c'est que ça nous pousse à nous réinterroger, oubliant un instant le comment de la technique, à arriver le pourquoi du sens que Véronique vient exactement de citer. Nous avons une question de sens, dans les 3 sens du mot sens. Puisqu'on a une question de sens, justement, et si on voit cette crise, vous l'avez dit, a fait bouger les lignes, comment on va repenser? Quelles sont les priorités pour repenser la santé, pour arriver à mettre les priorités en bon ordre? Et puis, je vais commencer par vous, peut-être, Père Brice. Voilà, comment on repense un système avec les valeurs éthiques qui sont les nôtres, avec les valeurs morales, mais aussi avec la réalité? Par où on commence? C'est un énorme chantier. Oui, 2 mots, responsabilité et coopération. Sadek Beloussif a parlé de responsabilité, et surtout responsabilité des soignants. Je crois qu'il y a aussi la responsabilité des soignés. Nous sortons sur bien des thèmes, me semble-t-il, d'une certaine illusion de la société de consommation qui a été toujours plus dans la surenchère. Il est peut-être temps de penser à ce que dit le pape François, de venir à une sobriété heureuse. René Friedman parlait d'une médecine du désir pour justifier notamment toute son activité de procréation médicalement assistée. Plus largement, voilà, soyons dans une médecine soignante avant d'être dans une médecine du désir. Donc c'est là la responsabilité. Bon, je crois que c'est important aussi de dire que tout ne va pas mal avant, même s'il y a des choses à changer, et que quand chacun d'entre nous a vu quelques euros descendre à chaque fois sur les remboursements, il n'y a pas eu la révolution. Mais voilà, donc une responsabilité qui va avec la vertu de tempérance. On demande, quelqu'un comme Didier Sicard, quelqu'un comme Paul Ricoeur avant lui, disait, on demande beaucoup trop à la médecine. Donc responsabilité des soignants, des soignés. Coopération, ce qui demande aussi, par rapport, on parlait de l'international, mais une certaine, non pas une uniformisation, mais une certaine réduction des écarts. Si vous voulez mettre ensemble, ce qui me semble bien, les 3 grands secteurs de la santé en France, qui est le privé non lucratif et le public, eh bien, pour qu'il y ait une bonne coopération, il ne faut pas que vous ayez des écarts de rémunération tels. Monsieur Lajonchère se souvient d'une expérience commune que nous avons vécue entre un hôpital et une clinique privée. Et ça a été très difficile parce qu'on était dans 2 mondes différents. Or, je trouve intéressant, même si ça a peut-être été dit maladroitement, que 2 anciens responsables de l'hôpital public disent « Ah, mais le privé non lucratif, c'est peut-être pas idiot ». Ou que d'autres, comme le professeur Grimaldi, qu'on entend beaucoup, disent « Pourquoi pas une coopération entre les différents secteurs ». Ça me semble un chantier très important, mais encore faut-il qu'il y ait pas de trop grands écarts, sinon ça ne marche pas. Coopération qui d'ailleurs a été un peu amorcée à l'aune de cette crise. On l'a vu légèrement s'amorcer. On a vu une volonté de se rapprocher par rapport à l'urgence. Voilà, coopération. Si vous me permettez de citer encore cette grande encyclique sociale, La charité dans la vérité de Benoît XVI, il disait, mais au fond, il faudrait une hybridation du comportement d'entreprise, c'est-à-dire essayer de trouver le meilleur partout, la rigueur de la gestion, la solidarité pour tous. Un modèle mixte. Et un modèle mixte, voilà. Véronique, justement, par rapport, vous travaillez notamment en gériatrie, vous pourriez faire part de votre expérience, et du coup, le constat qui est le vôtre, comment on avance, comment on repense, comment on fait en sorte qu'on puisse faire avancer les choses? Il est certain que le modèle de tarification à l'activité qui nous enjoint à faire des séjours extrêmement courts n'est absolument pas adapté ni à la gériatrie, ni à la psychiatrie, ni aux maladies chroniques.
C'est très bien pour une belle prostate, une belle cataracte qui d'ailleurs va immédiatement dans le privé et pas dans nos grands hôpitaux de l'assistance publique. Donc il faut repenser ce modèle-là, peut-être sous la forme d'une mixité de la tarification. Moi, je ne soigne pas des chiffres, je soigne des personnes, je ne soigne pas une maladie. Je ne soigne pas en fonction d'un thésaurus qu'on m'envoie de 2500 codes. Et je ne veux pas passer mon temps à remplir des codes et des tableaux Excel. Je veux passer mon temps à accueillir mes malades, leurs familles, leurs souffrances, qui sont de tous ordres, et aider en équipe les personnels. Donc il faut aussi valoriser ce travail d'équipe qui, dans la tarification à l'activité, ne l'est pas. Jean-Patrick, j'ai l'impression que vous voulez réagir. Il y a un travail fait par un économiste américain qui s'appelle Porter, qui, au fond, propose 3 modes de rémunération. Puisqu'il y a des coûts, il faut fatalement bien mettre de l'argent en face. Il y a des coûts pour soigner, donc il faut mettre de l'argent en face. Il y a 3 modes de rémunération qu'il propose. C'est un mode de rémunération populationnel, parce que vous êtes en ville, vous avez autour de vous une population, de la capitation, et vous avez 1000, 2000 personnes à vous occuper. Et alors, on vous donne des objectifs de santé publique sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires, etc. Et là, peut-être plutôt que de soigner des angines, certes intéressantes, mais peut-être qu'il vaut mieux vous occuper d'un suivi des diabétiques. Et grosso modo, la rémunération populationnelle est une première proposition. Elles ne sont pas antagonistes, elles sont complémentaires. La deuxième rémunération, c'est à l'acte. Comme Véronique l'a dit, tel ou tel acte chirurgical, tel ou tel acte médical aussi, qui peut facilement s'individualiser dans le temps, où une durée moyenne de séjour est plutôt faible et plutôt meilleure pour le patient qu'une durée longue, et pas le contraire dans les maladies chroniques, etc. Et ça, c'est une tarification à l'acte. Et là, pour le coup, la T2A a toute sa pertinence. Et puis, il y a les maladies chroniques, qui d'abord ne sont pas l'apanage que d'une seule entité administrative, parce qu'elles peuvent être suivies en ville, elles peuvent être suivies à l'hôpital lors d'un épisode aigu, et puis repasser, et puis en soins de suite, et puis se finir après en EHPAD parce qu'on ne peut plus retourner chez soi. Et là, pour le coup, c'est effectivement une tarification bien plus globale qui permet de prendre du temps, qui permet de prendre en charge. C'est pourtant pas très difficile à lire. Je me suis même permis de le faire traduire pour être sûr que je comprenais bien l'anglais, certes facile. Et il suffirait juste de se dire qu'on pourrait peut-être aller plus loin dans l'expérimentation. On était bien parti avec le fameux article 51. On s'est vite arrêté, je pense. C'est comme les petites voitures que j'avais à friction. On frottait beaucoup, et puis d'un seul coup, elles s'arrêtaient parce qu'elles n'avaient plus d'énergie. C'est un peu ça. Et je crois que revisiter la tarification est effectivement indispensable, mais il ne faut la visiter qu'avec plus de sens qu'aujourd'hui, et pas moins. Ça serait diabolique de revenir à moins de sens que ce qu'on critique déjà. Donc voilà pourquoi je voulais réagir. Mais au fond du fond, ce qui importe aux soignants, c'est qu'il n'y ait pas d'injonction paradoxale. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup. C'est quand on a besoin de temps, on a du temps. Quand on a besoin d'organisation, il faut de l'organisation. Et quand on a besoin d'avoir une structure pérenne, eh bien, il faut quand même, à un moment, que les dépenses elles soient moins grandes que les recettes, parce que sinon notre institution n'est pas pérenne longtemps. Et n'est pas pérenne d'ailleurs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais juste dire pour ça. Il faudra bien une mesure et une rémunération. Il faut surtout qu'elle soit pertinente par rapport aux soignants et aux soins. On va parler de temporalité un peu plus tard, mais Sadek... Il faut qu'elle soit pertinente. Oui. Et dans cette pertinence, ça veut dire qu'actuellement, l'hôpital, il est suradministré et il est sous-géré. Vous m'enlevez ma question. J'allais venir au carcan administratif. C'est en ça que le modèle des hôpitaux privés à but non lucratif me semble intéressant, parce qu'il est plus géré que administré. Un modèle ou un système de financement n'est pas bon ou mauvais en soi. Si on prend l'historique des systèmes, au tout début, on a le premier modèle, c'est le magasin de solutions. C'est le même hôpital qui fait depuis la fracture du poignet jusqu'à la chirurgie cardiaque. Il fait tout. Donc à ce moment-là, on peut comprendre qu'il ait un financement qui soit global.
Et puis au fur et à mesure du temps, années 80-90, on commence à comprendre finalement on va se stratifier et j'ai la clinique spécialisée en orthopédie ou en coloscopie ou en tel ou tel élément. Donc finalement, quand je me surspécialise dans un domaine particulier, dans un acte particulier, effectivement, c'est le triomphe de la tarification à l'acte parce que la clinique spécialisée en genou gauche qui le fait à tel coût et la clinique spécialisée du genou droit qui le fait aussi à tel coût peuvent avoir des éléments concurrentiels. Avec le vieillissement de la population et la complexification de la médecine, on arrive à un troisième système qui est l'émergence des pathologies chroniques et une médecine du parcours. Et la difficulté dans la médecine du parcours, c'est qu'il faut que j'ai un peu de budget global, un peu de tarification à l'acte et un peu de tarification au parcours. C'est plus compliqué à mettre en place parce que c'est beaucoup plus humain et ça nécessite un réel management. C'est exactement ce qu'on a eu avec la crise Covid. La crise Covid, on a dit au secours, la bureaucratie revient. Avec la crise Covid, la question du pourquoi et comment je rends ce que je dois faire devient évidente. Et là, ce qui était impossible 2 mois auparavant devient absolument naturel. Et il faut que l'on garde cet esprit de coopération saine qu'on avait. Dans la crise Covid, et chez les directeurs et chez les soignants, ceux qui étaient bons sont devenus très bons. Ceux qui étaient très bons sont devenus admirables. Ceux qui étaient mauvais déjà avant, eh ben, ils sont enquistés et on les plaint. Parce qu'ils sont handicapés du système. Profitons de cette dynamique. La question qui vient tout de suite, c'est comment on fait en sorte que ce management, justement, cette notion de management persiste et qu'on la considère et qu'elle entre dans la gestion de la santé face à ce carcan administratif qu'on évoquait tout à l'heure. À mon sens, on fait analyse des causes racines. On essaie de comprendre qu'est-ce que je dois faire et combien ça coûte pour ce faire. Dans mon hôpital, il y a le professeur Martineau, qui est chirurgien thoracique et vasculaire, qui est un homme exceptionnel, qui a fait la première mondiale de greffe de trachée dans le monde à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Oui. Une fois par semaine, il y a une de ces blocs opératoires qui fait 5 ou 6 chirurgies de varices, parce que les varices, c'est bien, parce que ça va vite, et puis c'est de la chirurgie ambulatoire, il faut se mettre au truc ambulatoire. Sauf que le chirurgien qui fait 6 varices à la suite, n'importe quelle clinique privée peut faire 6 opérations de varices. Pas n'importe quelle clinique privée peut faire une chirurgie de reconstruction de bronches. Donc on a une forme de dévoiement éthique de ce qui se fait. Pourquoi ? Parce que pour être dans les bons chiffres, pour être un bon élève, il faut aussi développer l'ambulatoire. Donc à mon sens, comme le système est devenu plus complexe, il faut qu'on l'affronte de manière sereine en disant finalement, qu'est-ce qui rend le plus service à la population ? Et 2, comment est-ce que je fais ça au moindre coût ? Parce que c'est notre argent à tous. Question de néophyte, il n'y a pas du coup un danger de système à 2 vitesses si on procède, comme vous le dites, c'est-à-dire à faire cette distinction entre telle pratique et telle intervention et les autres qui sont peut-être plus ordinaires. Mais vous avez un système à 2 vitesses. Ça va surtout faire quelques vitesses de moins s'il n'est plus qu'à 2 vitesses. Donc on est à combien de vitesses aujourd'hui ? Il y a surtout un système de tri des patients en fonction du fait qu'ils aient une bonne mutuelle ou pas une bonne mutuelle. C'est la première question qu'on pose. Une journée d'hôpital de jour, par exemple, pour faire un bilan mémoire, coûte 800 €. Et ben, s'ils n'ont pas une bonne mutuelle, c'est moi qui les vois. En consultation mémoire, ça ne coûte que 43 €. Voilà. Donc c'est déjà en place depuis depuis très longtemps. En effet, ça bien fait une sûr, et c'est depuis des années, depuis que nous avons cette tarification à l'activité, à l'acte. Il y a des actes nobles dans la façon où ils rapportent à l'hôpital, où on est poussé par nos directions à faire ces actes-là. Moi, on me dit arrêtez de faire des consultations mémoire, vous rapportez rien. Oui, mais j'aide les patients qui ne peuvent pas avoir accès à l'hôpital de jour. Vous voyez ? Donc c'est extrêmement complexe. Si je peux dire juste une chose sur le management, cette crise du Covid m'a éclairé sur le fait que c'est encore possible de travailler avec un directeur et un directeur de site. C'était impossible avant le Covid. Et là, la valeur d'exemple de notre directeur de site a été formidable. C'est-à-dire nous étions tous, c'était normal, comme disait Sadek Belloussi, c'était normal. De 8h30 du matin, en réunion de crise, jusqu'à 18h, 19h, tous les jours, pendant 3 mois. Et je lui demandais quelque chose, je lui faisais des propositions, il disait oui. Il disait, allez-y, je vous fais confiance. Et ça,
je n'ai jamais connu ça. Oui, mais il a fallu une énorme crise. Ah oui, et surtout une réactivité de nos instances administratives. D'habitude, on pouvait mettre tous les mails que vous vouliez, on n'avait jamais de réponse. C'était vraiment la grammaire de base, hein. Les administratifs ne vous répondent pas. Mais là, on les voyait, ils étaient là, on était ensemble dans le même bateau, ce que vous décrivez, monsieur Lajonchère. Et c'était peut-être une parenthèse presque enchantée, Il faudrait que ça dure. possiblement. Le mot-clé de Véronique, là, Oui. c'est confiance. Absolument. En France, il n'y a pas 30 personnes qui connaissent intimement tous les tenants et aboutissants de tout le système de santé. La ville, l'hôpital, l'EHPAD. Il n'y a pas 30 Vous dites qu'il n'y a personnes. pas 30 personnes qui Il n'y a connaissent pas 30 l'ensemble. personnes qui sont capables de comprendre toute cette logique-là. Et je ne fais pas partie de ces 30 personnes. Et ces 30 personnes, on ne peut pas les mettre ensemble dans une même salle et faire en Parce que sorte le système est extrêmement complexe. Mhm. Comme le système est très complexe, ce que je fais, je vais serrer de plus en plus jusqu'à ce que ça commence à crier un peu trop fort. Et donc, il faut que je desserre. Il faut que l'on fasse confiance. Et il faut qu'effectivement, il est classique de dire que l'idéogramme chinois qui fait crise, c'est aussi, il veut aussi dire opportunité. Saisissons-nous de cette opportunité au-delà de la suite du Ségur Santé pour mettre à plat et en disant qu'est-ce qu'on veut, combien ça coûte, comment, pourquoi. On a évoqué tout à l'heure aussi la question du temps, la temporalité dans cette crise, on l'a bien vu. La notion, le curatif, le traitement, le care qui est revenu, tout d'un coup qui est revenu, les populations plus âgées. Père Brice, justement, cette notion de temporalité, cette notion, comment en fait on adapte la façon dont on traite les gens à une situation donnée, le retour du care, comment vous voyez ça est-ce qu'on on doit justement s'inspirer de ce qui s'est passé pour, d'une certaine manière, prendre plus soin de l'humain dans la façon dont on voit les traitements? Alors d'abord, j'exprimerai une frustration parce qu'on vient de parler de management et le seul manager qu'on a parmi nous, on ne l'a pas entendu. Alors j'espère que, en tout cas sur ce point précis, donc j'espère que Jean-Patrick Lajonchère pourra s'exprimer dessus. La relation soignante, comme toute relation, a besoin de temps. Et donc pour modérer peut-être un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à attention à ne pas tarifier la générosité, il me semble que effectivement le temps d'une consultation, il faut le prendre en compte. Et je vais redire ce que les uns et les autres ont dit, que il est très difficile d'avoir le bon système de tarification. Nous avons eu ici même en 2010 un colloque sur contraintes économiques et justice dans l'accès aux soins, et au fond les différents intervenants disaient c'est difficile de trouver le bon système. Mais il me semble, sauf si je me trompe, qu'il y a un consensus entre nous sur ce point de dire la tarification à l'activité ne convient pas à tout. Je me souviens d'une chirurgienne qui disait on me demande d'opérer quelqu'un sans le voir avant et sans le voir après. Donc, il me semble que c'est le bon sens de cette modulation. J'ai été, entre autres, administrateur d'une maison de soins palliatifs et il a fallu tirer la sonnette d'alarme en disant mais écoutez, si on fonctionne sur la tarification à l'activité pour le soin palliatif, ça ne va pas. Et je trouve qu'un des points... un des points positifs, j'espère, de cette grave pandémie, c'est en tout cas les échos, parce qu'une bonne chose du confinement, c'est qu'on avait plus le temps de lire ce qui pouvait passer, et l'écho que je percevais, c'est de dire, finalement, il y a des réanimateurs, il y a des gens qui étaient dans le curatif, ou vraiment l'intensif, le soin intensif, qui ont appelé leurs collègues des soins palliatifs en disant, on ne sait pas trop comment faire, comment pouvez-vous nous aider? Je pense que c'est ce genre de décloisonnement entre le curatif et le palliatif notamment. C'était un député allemand qui, il y a quelques années, disait, qui appelait de ses voeux ce qu'il appelait une culture palliative. Se rendre compte que même quand on est dans le traitement aigu, il y a cette dimension du palliatif qui est importante, et d'avoir des échanges entre les personnes de différentes spécialités. Véronique, justement sur peut-être ces populations plus âgées, donc on a vu qu'elle était en première ligne. Quelle est votre expérience par rapport à ce temps peut-être nécessaire qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas pu à un certain moment donné?
ce temps est éminemment important, surtout avec les malades très âgés, très polypathologiques, dont on a interdit les visites. Depuis le 11 mars, les visites sont encore interdites, sauf pour les personnes en fin de vie, bien entendu. Et puis, malheureusement, lorsque l'on déplorait un décès. Mais c'est dramatique. La visite, c'est la vie pour une personne âgée. Donc, nous avons surconfiné nos malades. Moi, on m'a demandé même de les surconfiner avec des directives de l'ARS tout à fait iniques, avec des neuroleptiques. Il ne fallait pas qu'ils déambulent, qu'ils restent dans leur chambre. Et puis, au bout d'un mois, ceux qui avaient survécu ont dit « Ah, mais ils ne veulent plus vivre. Ils ont un syndrome de glissement, ils ne veulent plus manger, ils ne veulent plus rien. » Il nous fallait des bras, il nous fallait être là, avoir une juste présence auprès d'eux pour qu'ils aient encore le goût à la vie. Alors, on a mis en place très vite une possibilité d'avoir des appels avec leurs proches, d'avoir des visioconférences, mais tout est compliqué. Donc, on n'avait pas de Wi-Fi, on n'avait pas de tout ce qu'il fallait. On y est arrivé. Mais évidemment, ne pas pouvoir parler à nos malades comme on le faisait, ne pas pouvoir les toucher, ne pas pouvoir regarder leur expression et qu'ils voient notre expression. Ça a compliqué énormément les choses. Donc, il ne s'agit pas d'aller d'une chambre à l'autre et de faire les toilettes, etc. Pas du tout. Il s'agit de se poser et de parler et de prendre le temps qu'il faut. Là, nous avons pu le faire et nous avons pu, avec les équipes, métacommuniquer sur les décès qui arrivaient trop vite, sur le palliatif que nous n'avions même pas le temps de mettre en route avec nos personnes âgées. Donc, les personnes âgées ont besoin de temps, elles ne sont pas dans la même temporalité que nous. Et les malades d'Alzheimer, a fortiori. Je vais passer de la temporalité à l'accès aux soins, du coup, qui est un peu aussi un aspect qu'on doit aborder. Jean-Patrick, comment on assure un accès aux soins d'une certaine manière plus juste? Comment on fait en sorte qu'on soit dans une approche inclusive, avec même des considérations environnementales, etc. Comment on fait en sorte qu'on ait quelque chose qui soit plus global, qui permette d'une certaine manière, on a beaucoup parlé de confiance et de collaboration durant ces débats-là. Comment on y arrive à mettre de la sauce dans tout ça pour que ça marche? Alors, tout d'abord, je pense que tout ce qui est public doit être public jusqu'au tarif, c'est-à-dire que des choses comme le secteur privé à l'hôpital public doit être compensé par d'autres choses pour les personnes qui estiment devoir être valorisées plus, mais on doit arrêter. Ça pollue beaucoup de choses. L'avantage de nos privés non lucratifs, c'est qu'il n'y a pas de secteur privé. C'est-à-dire que les médecins sont payés parce qu'ils sont payés ce qu'il faut, souvent guère plus, contrairement à la légende, que les médecins du public, mais au moins il n'y a pas d'argent qui circule entre les patients et les médecins. Ça, je trouve que c'est indispensable. Deuxième chose, ce qui a émergé depuis quelques années et qui a été très fort, en tout cas dans le 14e arrondissement, c'est la cohésion de la médecine de ville, qui, pour le coup, est quelquefois allée dans certaines EHPAD où la force médicale avait un peu disparu. Et alors là, j'espère que les réseaux qui existent, les communautés professionnelles de territoire, tout ça, on va continuer à les faire vivre et les associer avec les hôpitaux. L'hôpital est un lieu de prévention, mais c'est évidemment pas le lieu de prévention. Il ne peut pas être le lieu de prévention. On serait presque plutôt dans la prévention secondaire, c'est-à-dire apprendre à des personnes, ou apprendre, expliquer, convaincre des personnes qui ont été malades de prendre encore plus soin de leur santé puisqu'elles ont été un peu malades. L'hôpital n'est pas le lieu princeps de la prévention primaire. Le médecin de ville, toutes les équipes de ville, les infirmières, les pharmaciens y ont leur place. Ça, par contre, je pense que c'est indispensable. Je voudrais arriver dans l'hôpital Saint-Joseph, je pense qu'on y arrivera. Je voudrais arriver à proposer une unité de médecine ambulatoire. On est en train de la refaire et surtout, le chef du pôle des maladies cardiovasculaires, Dr Romain Cador, est en train de la designer avec ses confrères. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que tout appel avant 11 heures d'un médecin de ville pour une personne qu'il a en face de lui, pour laquelle il estime qu'il faudrait faire un bilan parce que ça se finira peut-être mal aux urgences, on puisse le prendre à 14 heures. Et tout appel reçu avant 17 heures, on puisse le prendre le lendemain matin à 9 heures.
Vraiment, je crois que si on arrivait à faire quelque chose comme ça, on ferait quelque chose d'utile. Et parce que là, on aurait bien ce lien entre le médecin de ville qui dit là, je suis à la limite de ce que mon investigation peut faire. Je vous l'envoie tout de suite et je suis sûr que vous allez le prendre tout de suite et que vous me donnerez le résultat. Ne serait-ce que dans l'intégration, envoyer les comptes rendus, la lettre d'hospitalisation le jour de la sortie du malade au médecin correspondant, au médecin traitant est quelque chose d'indispensable. Et ça, c'est bien au moins que la haute autorité en santé souligne plusieurs fois que c'est indispensable. C'est très difficile à faire, mais c'est indispensable. Alors, le débat est passionnant, mais le temps passe très très vite, malheureusement. Merci à vous quatre et merci aussi à notre public qui était là derrière les écrans. On ne le voit pas là directement, mais en tout cas, un grand merci à tout le monde. N'oubliez pas tout simplement de revisiter l'actualité du Collège des Bernardins sur son site et puis de nous retrouver peut-être à une date ultérieure. Merci à tout le monde, un grand merci pour la qualité des débats. Au revoir. Bonsoir.